L'immobilier, c'est souvent c'est le monde de l'hypocrisie absolue. La réalité de l'immobilier, peu importe ce qu'on pense, c'est que c'est celui qui a le plus d'argent qui gagne. C'est la pire visite que j'ai faite chez aujourd'hui, c'était ça. Puis c'est extrêmement gênant parce que tout le monde est en concurrence, donc en fait tout le monde se regarde un peu, essaie de voir si l'autre qu'est-ce qu'il dit. Là, il y a plus de discussion avec l'acheteur, c'est plus vraiment important en fait. Tant qu'il paye très cher, puis le plus cher possible. Les immeubles de rendement ont perdu jusqu'à 20% de leur valeur. Dans des régions très très dynamiques comme Genève, hein. L'évolution des loyers va être dessinée au fil du temps, et donc l'évolution de la valeur de l'immeuble va être dessinée au fil du temps. Là, c'était assez terrifiant quand même parce que... Hey, c'est Edouard, bienvenue dans l'After, le podcast dédié à l'immobilier et au monde du business en Suisse romande. Ce podcast a un seul objectif, rassembler des experts à travers tout le pays pour vous partager les meilleures informations sur l'immobilier et le monde des affaires. Si vous appréciez le contenu, je vous demande une seule faveur, laissez-nous un avis 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez. Allez, bon épisode. L'immobilier, c'est souvent... c'est le monde de l'hypocrisie absolue. Dans plein de circonstances, dans plein de dossiers. Et la réalité de l'immobilier, peu importe ce qu'on pense, c'est que c'est celui qui a le plus d'argent qui gagne. Vraiment, c'est celui qui met le plus qui gagne. Et souvent, vous avez ça dans des ventes. Je pense à ça parce que tout récemment, j'ai vécu une situation comme ça où vous avez dans la vente d'immeubles de rendement souvent des ventes en 2 tours ou par appel d'offres. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez un courtier qui envoie un dossier, un document à des investisseurs potentiels, à des acquéreurs potentiels de sa base de données, ou alors il met une annonce en ligne, il récupère des informations. Alors souvent, c'est pas en ligne ce genre d'immeuble, mais quoique, il y en a qui sont en ligne parfois, qui sont en ligne mais sans images, sans photos, etc. C'est tellement dur d'obtenir un mandat de courtage pour ce genre d'immeuble que les courtiers ne mettent pas en ligne, parce qu'ils ont pas, ou alors très très peu d'informations, bref. Et ensuite, après, ils génèrent des leads comme ça, puis ils envoient des documents. Ils vous envoient d'abord une NDA, donc c'est un document de confidentialité, hein, qui vous autorise pas à utiliser des informations qui vous est parvenue plus tard uniquement à l'exclusivité. Vous avez le droit d'utiliser ces informations uniquement à l'exclusivité de l'acquisition, si on veut bien, de l'immeuble. Et pour rien d'autre. Puis ensuite, quand vous avez fait ça, on vous envoie le dossier de présentation avec toutes les informations. Alors par contre, souvent les documents sont complets et c'est assez intéressant. Puis quand vous recevez ces documents, là vous devez faire une LOI. Une LOI, c'est une offre sur la base de non contraignante, non engageante, juste pour savoir à peu près dans quel prix vous êtes situé. Donc sans visiter l'immeuble, sans forcément aller voir où c'est, etc., etc. Vous avez l'adresse, vous avez toutes les informations, mais sur la base des chiffres, vous établissez une offre. Voilà. Ça, c'est pour savoir si vous êtes déjà retenu ou à peu près dans le tir, ou si vous êtes complètement à côté de la plaque. Ce qui est possible, si vous êtes à côté de la plaque, on ne vous retiendra même pas pour la suite. Voilà. Si vous êtes à peu près dans le tir, puis voilà, vous avez échangé avec le courtier, puis vous entendez bien, puis vous êtes dans le tir, on vous appellera pour aller faire une visite sur place. Puis vous allez visiter sur place, et puis là, vous faites ce que vous voulez, vous vous rendez compte. Alors, j'ai pu faire des visites, j'ai fait des visites d'immeubles de rendement, ça m'est arrivé où il y a du genre 30 personnes. Voilà, c'est la pire visite que j'ai faite chez aujourd'hui, c'était ça. C'était un immeuble de rendement, 20 appartements, il y avait, je pense, 30-35 personnes à visite. Une trentaine de personnes à visite. Alors des fois, il y a plusieurs groupes qui étaient ensemble. Je pense qu'il y avait entre 10 et 15 acheteurs, parce qu'il y en a qui étaient 3, il y en a qui étaient 2 ensemble. Souvent, ils viennent à 2. Enfin, moi d'ailleurs, j'étais à 2. Et donc, je pense 15 acheteurs séparés pour 30 visiteurs. Et donc, on a fait le tour de tous les appartements, à l'exception de quelques appartements. En général, vous voyez toujours 3-4 appartements sur un immeuble de rendement. Vous ne voyez pas tous les appartements. Et puis, parce que c'est important, c'est les chiffres. Pris sur les chiffres, vous arrivez à comprendre si l'appartement est rénové ou pas, grosso modo, parce qu'évidemment, le loyer est adapté en général, ce qui est logique. Le pire que vous puissiez avoir, c'est d'avoir une bonne surprise. Ça veut dire un loyer faible avec un appartement rénové. Parce que l'inverse, ça n'arrive jamais. C'est-à-dire que vous n'avez pas, en général, un appartement qui est en très mauvais état pour un loyer très très élevé. Enfin, ça arrive assez rarement. Et voilà. Bon, bref. Donc vous arrivez sur la base de l'état locatif, donc des loyers, à savoir si c'est plus ou moins rénové ou pas. Après, évidemment, vous pouvez demander au propriétaire, etc., etc. Mais en gros, vous visitez. Puis là, pour vous donner l'exemple de cette visite, on était 30. Alors évidemment, une visite d'immeuble, ça peut durer une demi-heure. Là, évidemment, ça dure 1h30 à 2 heures, parce que vous allez voir tous les appartements avec 30 personnes. Les gens doivent tous rentrer, tous sortir,
regarder un peu autour. Puis c'est extrêmement gênant parce que tout le monde est en concurrence. Donc en fait, tout le monde se regarde un peu, essaie de voir si l'autre, qu'est-ce qu'il dit, essaie de voir s'il a une idée de l'immobilier ou pas. Enfin, c'est vraiment. Du coup, tu parles pas. Puis même si vous êtes à deux pendant toute la visite, ben, vous parlez pas trop ensemble parce qu'en fait, faut pas laisser sortir d'infos. Tout le monde essaie d'aller vers le courtier pour essayer de gratter un peu des infos, mais personne n'ose vraiment le faire puisque tout le monde est là, donc tout le monde entend un peu. Tout le monde... je vous garantis que c'était une expérience pas terrorisante, mais c'était pas excitant. C'était vraiment plutôt. Ouais, c'était assez terrifiant quand même parce que je sais pas, la visite en soi, c'est gênant. Tout le long, c'est gênant en fait. Toute la visite. Et vous avez forcément des gens qui posent des questions un peu malaisantes parce qu'ils en ont aucune idée. Il y a forcément dans l'eau d'acheteurs des gens qui sont un peu intéressés parce que le courtier peut demander. Là, c'était pas trop le cas. Il n'y avait pas eu trop de filtres à la visite, donc je sais pas, mais parce qu'en général, il peut demander aussi si vous avez vraiment les capacités financières ou une preuve d'une manière ou d'une autre. Est-ce que vous avez les capacités financières pour venir visiter le bâtiment parce que est-ce que vous pouvez l'acheter en fait. Si vous pouvez pas l'acheter, ça n'a aucun intérêt à ce que vous veniez visiter. Et puis on veut éviter le tourisme en général avec ce genre de cas, donc c'est filtré. Mais là, donc tout le monde avait son nom, prénom enregistré, etc. Et vous visitez, ensuite vous sortez à la fin. Bref, tout le monde part. Et puis là, vous devez faire une offre. Donc premier appel d'offres. Et puis chacun doit faire une offre. Et là, vous vous rendez compte que sur 30 personnes qui étaient venues visiter, donc qui ont montré un intérêt, il y a eu 4 offres. Voilà. 4 offres sur 30. Et donc ça va. Au final, 4 offres sur 15 si on veut bien, parce qu'au final, c'était pas 30. Donc c'est 30% des gens qui font une offre, sur les gens qui sont venus visiter. Donc voilà, ça va. Et puis, mais la concurrence est quand même là. Et ensuite, 2 offres sont éliminées. Voilà. Et il reste 2 offres. Les 2 offres les plus élevées, bon, elles se tiennent, sont assez proches, puis le courtier fait un deuxième appel d'offres. Puis là, ça me fait marrer parce que la discussion initiale, c'était plutôt dans le discours, hein, c'est ouais, les propriétaires, ils sont propriétaires du bâtiment depuis longtemps, ça leur tient à cœur vraiment d'avoir un acheteur qui va garder le bâtiment, qui va bien traiter les locataires, qui va bien entretenir le bâtiment, qui est de la région, et puis avec qui il peut s'entendre potentiellement, il veut discuter avec l'acheteur. Puis au final, là, quand il y a 4 offres d'un coup, là, il n'y a plus de discussion avec l'acheteur. C'est plus vraiment important en fait si le mec est gentil. C'est plus vraiment important s'il va respecter le bâtiment et les locataires. Tant qu'il paye très cher, puis le plus cher possible. Donc, donc après le premier appel d'offres, deuxième appel d'offres. Et sur ce deuxième appel d'offres, là, c'est en fait le meilleur gagne. Et ça, c'est ultra délicat, je trouve. C'est très délicat parce que vous ne savez pas qui est l'autre acheteur. Vous ne savez pas quel prix il a fait son offre. Évidemment, le courtier ne va rien dire. Vous ne savez pas si le courtier il a une relation privilégiée avec le premier. Parce qu'évidemment, dans l'enveloppe globale des informations, là, l'information, vraiment, l'asymétrie d'information ici, elle est tellement importante. Et normalement, vous ne devriez pas l'avoir pour que les règles du jeu soient faires. Mais bon, qu'est-ce que vous en savez en fait en tant qu'acheteur? Vous connaissez que ce que vous dit le courtier. Et puis en fait, c'est un peu lui qui gère le deal. Donc voilà. Et puis ensuite, deuxième offre. Et puis sur la deuxième offre, vous savez si vous êtes retenu ou pas. Et après, quand vous êtes revenu, il y a des conditions finales qui se règlent. Ça veut dire en gros, est-ce que combien de temps vous avez pour acheter, c'est quand la prise de possession, lancer le financement, etc., régler quelques bricoles. Enfin voilà, puis là, c'est plutôt, je dirais que c'est quand vous avez fait toutes ces étapes, en général, c'est que vous allez au bout. Si vous n'allez pas au bout, vous pouvez mettre un peu dans l'embarras, je dois dire, le propriétaire. C'est vrai que là, quand vous êtes arrivé là, c'est que vous allez vraiment acheter. Et voilà. Mais c'est pour dire que le monde de l'immobilier, de manière générale, ça peut paraître beau souvent en théorie, hein. En pratique, peu importe en fait votre comportement, à la fin de la journée, c'est celui qui paye le plus qui gagne. C'est comme ça, je pense, dans beaucoup de domaines, mais l'immobilier, c'est plutôt représentatif, je trouve. Maintenant, il faut se rendre compte que un acheteur d'immeuble de rendement, il fait son due diligence, se fait sur la base des chiffres principalement. Ça veut dire que souvent les gros acheteurs ou les investisseurs ou les institutionnels ont des benchmarks assez clairs. Ils savent plus ou moins qu'est-ce qu'ils peuvent se permettre comme ratio de charges sur revenus. Ça veut dire quelles sont les charges générées par le bien immobilier, l'immeuble, par rapport aux revenus qui sont générés, à quel point c'est cohérent ou incohérent. Souvent, vous avez des bâtiments, plus le bâtiment est ancien, plus vous avez des charges élevées par rapport aux revenus, parce que les revenus sont faibles, parce que le bâtiment est ancien.
et puis souvent des locataires qui sont là depuis longtemps, et puis des charges qui sont élevées parce que le bâtiment est ancien, donc qui coûte plus cher à entretenir. Donc voilà, ça c'est un exemple parmi tant d'autres. Ensuite, ce que fera un institutionnel pour un investissement, c'est qu'il fera une projection de l'état locatif sur l'avenir. Et vous, en tant que personne privée, quand vous investissez, vous investissez pas de la même manière qu'un institutionnel. Un institutionnel investit pour des dizaines d'années. Vous investissez en général plutôt à court terme, et même aujourd'hui, ça doit être rentable. Lui, c'est possible qu'il achète quelque chose de peu rentable aujourd'hui parce que ce sera rentable demain. Et comment est-ce qu'il le sait? Typiquement, possibilité de surélévation, possibilité de travailler les loyers sur le long terme, possibilité de rénovation d'envergure, de rénovation énergétique, de subventions. Alors souvent, c'est difficile à rentabiliser, hein, les travaux, donc vous ne pouvez pas les rentabiliser comme vous le souhaiteriez, les travaux. Mais donc un investisseur va faire un investissement sur des dizaines et des dizaines d'années en disant aujourd'hui j'ai tel loyer, puis ensuite il effectue un DCF, donc une estimation sur la base du discounted cash flow, donc combien est-ce que l'immeuble ramène par année sur 10 ans, sur 20 ans, sur 30 ans, sur 100 ans. Okay. Et puis, quand est-ce que je dois faire des travaux, quel coût ça va avoir, quelles répercussions ça va avoir sur le cash flow net que je génère sur cette année-là. Il faut savoir, quand on gère un portefeuille immobilier de plusieurs immeubles, évidemment, c'est important de savoir quand est-ce qu'on fait des travaux et comment est-ce qu'on les gère. Évidemment, puis dans le pipe, il y a des travaux qui sont faits chaque année dans des immeubles séparés, des travaux de rénovation, pas d'entretien, donc d'envergure. Hein, c'est ce qu'on appelle des CAPEX en immobilier. C'est le fonds de rénovation que vous mettez vous dans un immeuble en PPE, par exemple. Tout le fonds de rénovation que vous mettez vous dans un immeuble en PPE chaque année, quand vous achetez un appartement, c'est la même chose pour un fonds. Un fonds, il fait pareil, sauf qu'il fait pareil pour rénover son immeuble et ses appartements, okay, de manière générale. Et donc chaque année, aujourd'hui, mon immeuble rapporte tant, demain il va rapporter tant, après-demain il va rapporter tant, et puis on peut faire des projections, ou l'institutionnel fera des projections sur quand est-ce que potentiellement le loyer va augmenter parce qu'il y aura des travaux, parce qu'il y aura des locataires qui vont sortir, il y aura des rotations, etc. etc. Et donc l'évolution des loyers va être dessinée au fil du temps, et donc l'évolution de la valeur de l'immeuble va être dessinée au fil du temps. Donc c'est possible qu'aujourd'hui vous achetiez un immeuble trop cher, c'est possible, ça se fait, c'est chez les institutionnels, d'acheter trop cher un bien immobilier parce qu'il a un bon potentiel d'évolution, certainement sur le long terme, simplement par sa situation ou par sa possibilité de surélévation ou de développement. Hein. Typiquement, vous avez un immeuble sur un terrain, ce qui m'est arrivé d'ailleurs dans une expertise d'une évaluation immobilière, vous avez un immeuble sur un terrain, vous avez le terrain qui est relativement grand, puis vous pourriez faire un deuxième bâtiment, un peu plus petit, ou voilà, générer des revenus complémentaires. Ces revenus complémentaires, ils se calculent, et puis en les calculant, on calcule une valeur pour l'immeuble second, donc une valeur de terrain, puis donc en fait vous avez des combinaisons de développement patrimonial que vous pouvez intégrer pour des projets comme cela. Gardez en tête qu'un immeuble, c'est un business. Et ça s'évalue comme un business, ça s'estime comme un business. Ça veut dire qu'est-ce que l'immeuble va générer comme revenu au fil des années qui s'écoulent. Et plus il a de potentiel d'évolution, et plus il aura de la valeur, même si aujourd'hui son revenu est peu élevé. Et c'est la grosse différence que vous avez entre le marché privé d'appartements, de maisons, et puis le marché de l'immeuble locatif. C'est pour ça notamment que vous faites en général peu de rendement sur les marchés immobiliers genevois, vaudois, sur l'arc lémanique, etc. etc. Parce que vous faites peu de rendement, parce que là vous achetez des biens immobiliers qui ont des prix par mètre carré qui sont trop élevés. Okay. Puis sur ces marchés-là, vous payez le terrain très cher, et donc vous payez une certaine performance du marché. Donc c'est des marchés qui font de la haute performance, donc la haute prise de valeur avec le temps, alors qu'un immeuble de rendement, c'est complètement différent. La prise de valeur d'un immeuble de rendement, c'est très lié à l'évolution des loyers, donc un petit peu à la situation, ça c'est une évidence, hein, logiquement. Mais par contre, le prix par mètre carré que les institutionnels payent pour des immeubles locatifs, c'est pas 13 000 francs de mètre carré, hein, sur Terre Sainte par exemple, mais c'est 7 000, c'est 8 000, 7-8 000 le mètre carré. Okay. À Genève, c'est pareil. Pourquoi ? Parce qu'ils achètent des immeubles sur la simple base du rendement et de la possibilité de faire évoluer ce rendement. Donc, vous avez l'évolution de la valeur d'un immeuble sera simplement dépendante de l'état locatif, donc le loyer qui est généré, et puis du capital injecté, évidemment. Si vous devez faire des travaux, c'est possible que vous fassiez des calculs. Par exemple, un fonds immobilier avec qui j'ai discuté dans le cadre d'un épisode de podcast, on parlait de la surélévation ou de la transformation de bureaux en logement, par exemple. Vous avez des cas dans lesquels ça n'a aucun intérêt de le faire.
Et la surélévation, souvent pour un seul étage, quand on fait du rendement, ça a peu d'intérêt. Et un institutionnel le fera pas forcément. Sauf si vous pouvez intégrer une rénovation globale et puis que ça fait du sens à très long terme. Sinon, il ne le fera pas forcément. Il attendra plutôt le jour où potentiellement c'est possible de faire 2 étages. Et à 2 étages, ça se rentabilise. Parce que le coût des travaux, si ça vous coûte 1 million par exemple de faire une surélévation, ok, et je dis ça en chiffre complètement au hasard, rond pour que ce soit facile. Si ça vous coûte 1 million de faire la surélévation d'un étage, ça vous coûtera certainement quelque chose comme 1,5 million de faire 2 étages. Donc pour 2 fois plus de surface, vous avez 1,5 fois le coût. Ce qui est complètement logique parce que vous avez des coûts qui sont incompressibles. Et le toit, vous devez le refaire si vous faites un étage, vous devez le refaire la même chose si vous faites 2 étages, en gros. Donc évidemment, ça a beaucoup plus d'intérêt et c'est beaucoup plus rentabilisable de faire 2 étages, ce qui est logique. Donc voilà un petit peu pour le calcul. Et donc un immeuble de rendement et le marché des immeubles de rendement est beaucoup plus dépendant de l'état locatif et donc de ce qu'il génère comme un business et du taux d'intérêt, donc de la conjoncture économique. Si les taux d'intérêt baissent, la valeur des immeubles monte. C'est un peu pareil pour le marché privé, pour la maison et l'appartement, sauf que c'est quand même plus restreint. L'influence est beaucoup plus maigre. Typiquement, en 2022, on a vu les taux d'intérêt tripler, donc pour des loyers qui sont restés similaires, parce qu'on ne peut pas dire que la même année, les loyers ont explosé aussi en même temps de la même manière, ils n'ont pas triplé, mais on a le taux d'intérêt qui a triplé. Qu'est-ce qui s'est passé ? L'immobilier de monsieur, madame, tout le monde, appartement, maison, des privés, est resté stagne, voire a augmenté encore un tout petit peu. Donc ça s'est stabilisé, je dirais, puis après ça continue d'augmenter, ça a même augmenté un petit peu dans certaines régions. Alors même que les immeubles de rendement ont perdu jusqu'à 20% de leur valeur, dans des régions très, très dynamiques comme Genève. Pourquoi ? Simplement parce que l'impact du taux d'intérêt pour le marché privé est vachement moindre parce que quand on achète une propriété, on l'achète aussi dans le cadre de son développement personnel. On prend en considération le fait que on a besoin d'une propriété, on veut acheter sa propriété, et puis on a besoin d'une maison avec 3 chambres parce qu'il y a 2 enfants, et voilà, et c'est tout. Donc on trouve cette maison avec 3 chambres et on l'achète le jour où on la trouve. Voilà. Et donc le taux d'intérêt a beaucoup moins d'impact, puisqu'il y a une composante émotionnelle très importante dans l'acquisition de la résidence principale, par exemple. Chose qui n'est pas du tout le cas dans un bien de rendement. Et dans un bien de rendement, c'est uniquement le coût du capital qui va faire peser les prix et faire évoluer les prix. Et c'est pour ça que donc le coût du capital immobilisé pour l'investissement. Chez un institutionnel, les fonds peuvent s'endetter à hauteur de 30% sur l'acquisition des biens immobiliers. Et donc si vous achetez, vous aurez 30% du capital qui a un coût parce que vous l'empruntez. Donc ça, c'est ce que le taux d'intérêt que la banque vous prête. Et puis 70% qui sera le coût du capital des fonds propres, donc la rémunération sur les fonds propres que vous souhaitez avoir. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant les taux d'intérêt négatifs ? Pour les institutionnels qui n'ont pas d'hypothèque, eux, donc la composante de leur taux d'intérêt est uniquement construite sur la base du coût du capital de leurs fonds propres. Ça veut dire à quel point est-ce qu'ils veulent rémunérer leurs fonds propres. Et si vous avez des taux d'intérêt négatifs, ça veut dire que votre capital placé aujourd'hui ça veut dire que vous avez toujours une comparaison entre les différents véhicules de placement. Ça veut dire que si le capital que vous avez sur un compte bancaire vous coûte de l'argent, à moins 0,5, moins 0,75, ce qu'on a vécu, eh bien vous attendez à beaucoup moins de rendement de votre capital quand il est placé dans un immeuble. Parce que ça vous est égal. En gros, le calcul part de moins 0,75. C'est-à-dire que si vous faites rien, vous perdez 0,75. Si vous faites un tout petit peu, au moins vous ne perdez pas 0,75. Donc c'est pour ça que vous êtes d'accord de même si vous gagnez 1% de rendement, au moins vous partez du principe que si vous gagnez 1% de rendement sur votre immeuble, en réalité vous faites 1,75. Parce que vous passez de moins 0,75 à 1. Non. Et donc c'est pour ça qu'on s'est retrouvé avec des immeubles qui se sont vendus jusqu'à 2% de rendement, voire en dessous. Parce qu'à 2%, vous faisiez 2,75. Alors c'est complètement faux de voir ça en tant qu'investisseur privé. Mais c'est quoi la différence entre un fonds immobilier et un institutionnel et vous ? C'est que l'institutionnel ou la caisse de pension, elle va se dire, moi j'investis pour 50 ans. Donc aujourd'hui, momentanément, j'achète trop cher, avec des taux d'intérêt super bas. Mais aujourd'hui, momentanément, j'achète à 1,5%, mais je fais 2,25 parce que je paye moins 0,75. Et donc je pars de 2,25. Le jour où les taux montent, ma foi, en pratique, j'aurais plutôt 1,5. Mais bon, voilà.
et les loyers vont monter avec le temps. Donc, on part du principe que les loyers vont monter. Donc, ça veut dire que si momentanément aujourd'hui ou pendant 5 ans, j'ai un rendement qui est boosté parce que si je fais rien, mon rendement il est trop faible. Dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, les loyers auront augmenté. Et puis la courbe des loyers me permettra de rattraper le retard que j'ai eu aujourd'hui parce que j'ai payé trop cher. Alors c'est ridicule de penser comme ça en tant qu'investisseur privé, mais en tant qu'investisseur institutionnel, ça fait du sens. C'est momentané. Okay, c'est comme ça qu'on fait des comparaisons. Et donc l'impact du taux d'intérêt est largement moindre pour un achat personnel parce que vous allez surtout baser votre réflexion sur le coût par mètre carré. Puis dire à partir du moment où j'ai les fonds propres, c'est souvent ce qu'on voit. Aujourd'hui, les gens qui discutent avec nous disent quand j'ai les fonds propres, j'achèterai ma résidence principale. Voilà, le jour où vous avez les fonds propres et vous avez les revenus suffisants, si vous pouvez vous permettre d'acheter, vous allez acheter. Et peu importe le niveau des taux d'intérêt. Alors, ça va rentrer en considération, ça booste les acheteurs parce que les médias en parlent. Puis les médias disent acheter la résidence principale, c'est moins cher que de louer, par exemple. Puis c'est pour ça qu'on en parle. C'est pour ça que ça fait parler autour de vous et c'est pour ça qu'à un moment donné, vous allez vous dire c'est bien que j'achète. Des fois, ça ouvre surtout la conscience. Mais quelqu'un qui en a conscience depuis longtemps, le taux d'intérêt sera moins important dans sa réflexion. Et accessoirement, la pénurie de logement rentre en considération drastiquement ici. Dans n'importe quel investissement, si vous avez très très peu d'offres sur le marché, à un moment donné, même si la demande diminue, aujourd'hui la demande est largement supérieure à l'offre, si la demande diminue un petit peu, elle sera toujours équilibrée avec l'offre. Et donc vous aurez toujours un marché qui sera suffisamment dynamique. Certes, beaucoup moins de transactions, parce que le volume va baisser, parce que le nombre d'acheteurs sera moins... les acheteurs de manière générale seront moins conscients de la réalité économique d'acheter la résidence principale, qui dira qu'effectivement c'est moins cher que de louer. Bien que ce principe-là, j'en suis un peu... je trouve ça discutable, évidemment, et j'en ai parlé dans plein de vidéos, mais c'est pas le sujet aujourd'hui. Et donc, vu qu'il y a moins de conscience chez les acheteurs, il y aura moins d'acheteurs, il y a moins il y aura plus de réflexion aussi. On se posera la question plus longtemps, est-ce que c'est le bon moment d'acheter quand même, puisqu'on se pose la question plus longtemps et qu'on repousse un peu la prise de décision dans un marché d'incertitude. Quand les taux triplent, le marché est plus incertain. Quand le marché est plus incertain et les gens ont un peu plus peur de comment ça va évoluer, ils se posent plus de questions et donc ils sont plus attentistes. Quand ils sont plus attentistes, ils prennent moins vite des décisions, donc ils achètent moins vite, donc il y a moins de volume. Donc évidemment, il y a des petites pauses. Et c'est ce qui s'est passé en 2023. Si vous regardez la courbe d'évolution des prix, les immeubles ont une chute puis une remontée. Aujourd'hui, on a rattrapé ce qui s'est fait en 2021-2022, notamment par l'augmentation des loyers également. Et puis aujourd'hui, les taux négatifs qui commencent à arriver gentiment, qui vont certainement arriver d'ici fin 2025, évidemment, ça booste les prix de l'immobilier. Et donc, vous avez dans les prix de l'immobilier résidentiel du privé, vous avez une courbe à la hausse très importante à la baisse des taux parce que c'est une raison de plus d'acheter. Mais vous n'avez pas la même courbe à la baisse des taux si les taux montent. Voilà. Parce que la capacité d'acheter, sur le principe du calcul de la banque, qui part du principe que le taux d'intérêt est de 5%, si vous avez un taux à 1 ou un taux à 1,3, vous avez la même qualité d'acheteur, vous avez la même possibilité d'acheter en tant qu'acheteur. Donc le nombre d'acheteurs potentiels ne se restreint pas si vous avez un taux qui passe de 1% à 3%. Si vous avez un taux qui passe de 1% à 4%, ça ne se restreint pas. Mais par contre, donc le nombre d'acheteurs potentiels. Par contre, la prise de décision est plus lente et donc le volume de transactions est plus faible. Et donc, il y a plus de personnes qui vont retarder l'investissement. Et donc, évidemment, ça influence sur la demande momentanée. Et par contre, quand les taux diminuent, là, c'est pareil, le nombre d'acheteurs potentiels ne va pas changer parce que le calcul de la banque, c'est toujours le même. Si vous passez d'un taux à 3 à 1, le nombre d'acheteurs, c'est toujours le même. Par contre, vous aurez les gens qui seront dynamisés. Le marché dynamisé par les médias, par la volonté d'économiser en achetant la résidence principale, par le fait que l'argent n'est pas cher, du coup ça vaut la peine d'investir, etc. etc. Et puis en plus de ça, de l'immobilier en croissance, donc les gens, vu que les prix de l'immobilier sont en croissance, veulent profiter de la hausse aussi. Voilà. Et donc je dirais que la propulsion que vous avez de l'évolution des prix du marché privé et du marché institutionnel, en fait, c'est un peu ça la comparaison que je pourrais faire. Le marché institutionnel, quand les taux augmentent drastiquement, le prix baisse. Quand les taux diminuent drastiquement, le prix monte. Okay, je dirais que l'échelle, c'est à peu près pareil, c'est des calculs au final. Et les personnes privées, quand les taux baissent drastiquement, les prix augmentent drastiquement parce qu'ils sont vraiment boostés par l'environnement et puis la confiance de l'investisseur et puis de l'acheteur. Et puis, quand les taux montent drastiquement, les prix ne chutent pas drastiquement.
les prix dépendent beaucoup plus là, de l'offre et de la demande, en gros. Donc si l'offre est inférieure à la demande, les prix ne vont pas baisser, ils vont se stabiliser simplement. Mais la courbe de hausse, évidemment, sera moins élevée. C'est soit on a une hausse beaucoup plus faible, soit on a une période flat, mais on n'aura pas une chute drastique des prix. Voilà. C'est exactement ce qui s'est passé en 2021, 2022, 2023, 2024.